Décibels. D'histoire. La série musique et histoire. Histoire et musique. De Chandail et Chignon. Le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Au sommaire de ce numéro de Décibels Histoire, The Runaways, un film sur un groupe de rock, des adolescentes californiennes, une sauvage, un monde d'hommes et des stéréotypes de genre. Cet entrefilet culturel vous est présenté par Thierry Asdar, bibliothécaire expert des musiques modernes et populaires américaines du XXe siècle. The Runaways est un groupe de rock féminin américain qui s'illustre particulièrement durant la deuxième moitié des années 70. En 2010, l'autobiographie de Cherie Currie, la chanteuse du groupe, est adaptée au cinéma par Flora Sigismondi. Ce film, intitulé The Runaways, est réalisé en collaboration avec la guitariste du groupe Joan Jett. C'est pourquoi Cherie Currie et Joan Jett se trouvent au centre du récit proposé par la cinéaste. En 1h45, son film couvre une période de 6 ans, entre 1975 et 1981, ce qui oblige à quelques raccourcis, le plus évident étant la création du personnage fictif de la bassiste Robin Robbins. En réalité, 5 jeunes femmes se succèdent à ce poste: Mickey Steele, Peggy Foster, Jackie Fox, Vicky Blue et Laurie McAllister. Au-delà de son aspect biographique, dès les premières scènes, ce film soulève la question plus profonde de la place des femmes dans le rock, et à travers le rock, le sujet plus global encore de la place des femmes dans la société. Avec The Runaways, la réalisatrice plonge au cœur de l'Amérique à la fin des années 70, en décrivant la trajectoire de 5 adolescentes californiennes éprises de rock et de liberté. Elle met en évidence l'aspect normé et genré de cette société. Bibliothécaire, spécialiste en rien, Ou presque. intéressé partout. Plus ou moins. Chandail et Chignon, le podcast vraiment très intéressant. Hallucinant. C'est possible ça ? Le stéréotype de genre résulte de la catégorisation des personnes en fonction de leur genre, à qui l'on confère une nature, un comportement ou des centres d'intérêt particuliers. L'histoire de The Runaways donne à voir l'aspect genré du rock durant les années 70. L'une des premières scènes du film montre Joan Jett, interprétée par l'actrice Kristen Stewart. Dans une boutique de vêtements, la jeune femme est très rapidement invitée à se diriger vers la partie réservée aux femmes, ce qu'elle ne fait pas. Lorsqu'elle sort du magasin, habillée comme un homme, on entend la chanson The Wild One, la sauvage, de Suzi Quatro. Cela nous montre 2 choses. D'abord que le rock n'est pas simplement une musique, mais un véritable mode de vie. Ensuite, pour en faire partie, une femme doit obligatoirement emprunter les codes masculins et ainsi transgresser les règles. Ce qui fait d'elle une sauvage, comme le souligne parfaitement la musique choisie pour cette scène. De la même façon, lorsque Joan Jett étudie la musique, la guitare électrique lui est présentée par son professeur comme un instrument réservé aux hommes. La guitare électrique est aussi par essence l'instrument roi du rock, donc d'évidence, là encore, le rock est une affaire d'hommes. Cette scène se clôture avec la chanson au titre là encore très révélateur, It's a Man's World de James Brown. Effectivement, c'est bien un monde d'hommes auquel se confronte la jeune Joan Jett, à peine âgée de 16 ans à ce moment-là, en 1975. D'autres scènes viennent confirmer ce stéréotype de genre. Durant la première répétition, le producteur Kim Fowley, personnage masculin principal du film, s'adresse aux jeunes musiciennes ainsi. Le rock'n'roll est un sport d'hommes. Il renchérit durant la deuxième répétition. Les hommes ne veulent pas voir une femme tenir une guitare. Réfléchissez comme des mecs, pensez avec vos queues. Là encore, le rock est présenté sans aucune nuance comme exclusivement masculin. Ces éléments mettent également en avant l'objectification sexuelle des femmes dans le rock par les hommes. L'objectification sexuelle survient quand une personne est considérée, évaluée, réduite et traitée comme un simple corps, objet sexuel. Cela apparaît dans ce film de façon évidente lors du recrutement de la chanteuse Cherie Currie, interprétée par l'actrice Dakota Fanning. Avant même de l'avoir entendue chanter,
Kim Fowley s'adresse à elle. « J'adore ton style, ton look. » Plus tard, durant les premières répétitions du groupe, Kim Fowley pointe une photo de Brigitte Bardot dans un livre et dit aux musiciennes « C'est ça qu'il nous manque ». Dans une autre scène, la chanteuse Cherie Currie termine en culotte, exécutant des poses lascives devant l'objectif d'une caméra. On peut également souligner d'autres répliques de Kim Fowley. « Chante comme si tu avais un orgasme »,« Mes petites chiennes » ou encore « Mes salopes ». Quel est notre produit ? Sexe et violence. Le film ne manque pas de répliques de ce genre. Une autre scène est particulièrement signifiante de ce point de vue-là. Au téléphone, durant un concert, Kim Fowley décrit les musiciennes ainsi. Cherie Currie, hyper sexy. Joan Jett, brune couillue. Sandy West, Miss California. Lita Ford, fille cachée de Sophia Loren, référence directe à sa poitrine. Le producteur ne parle jamais de musique, il évoque uniquement le physique et la dimension sexuelle de ces 5 adolescentes qui, rappelons-le, ont à peine 16 ans à ce moment-là. Toutes ces scènes permettent de comprendre dans quel univers genré, sexualisé et violent évolue le groupe durant cette période. Elles mettent en lumière toute l'objectification sexuelle dont font l'objet ces 5 adolescentes de la part des hommes qui les entourent au quotidien. Décibels Histoire. La série Musique et Histoire Histoire et musique. de Chandail et Chignon. Podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Cet univers genré ainsi que cette objectification sexuelle participent à la décrédibilisation des femmes dans le rock. Dans le film, cela commence par le rôle prépondérant attribué au producteur Kim Fowley. Pour l'industrie musicale, il est l'unique interlocuteur crédible. À la fin du film, Kim Fowley apparaît comme une légende quand les 5 musiciennes retournent à leur anonymat. C'est ainsi que s'opère l'invisibilisation des femmes dans le rock et dans la société en général. C'est dans le domaine de l'art et des sciences que les femmes ont le plus été invisibilisées. Les figures visibles de l'histoire sont majoritairement des hommes. Plus qu'une omission, il s'agit d'un véritable enjeu de pouvoir. Il implique un mécanisme, celui de l'invisibilisation d'un groupe par un autre. Si l'on n'est pas vu, on n'est pas connu et encore moins reconnu. Ce phénomène est particulièrement marquant au sein de l'industrie musicale. Voici quelques chiffres qui en disent long. En 2023, seulement 65 femmes sont honorées par l'institution américaine de référence, le Rock and Roll Hall of Fame, soit à peine 8% des artistes. C'est totalement ridicule. Pourquoi les femmes sont-elles si marginalisées par le Rock and Roll Hall of Fame ? Peut-être parce que sur les 31 personnes du comité de nomination, seules 9 sont des femmes. Selon l'historienne de la musique Evelyn McDonnell, les électeurs du Rock and Roll Hall of Fame, parmi lesquels des musiciens et des acteurs de l'industrie musicale, sont à 90% des hommes. Toujours en 2023, lors du festival Hellfest à Clisson en France, sur 183 groupes programmés, on compte seulement un groupe totalement féminin avec la formation suédoise Thunder Mother. Parmi les 768 artistes au total, il n'y a que 25 femmes, soit 3,26%. Là encore, ces chiffres ridicules en disent long sur la sous-représentation des femmes dans le rock. Quelques citations de célèbres musiciens mettent aussi en évidence cet état d'esprit patriarcal profondément installé dans nos sociétés. Herbert von Karajan, célèbre chef d'orchestre. La place des femmes est dans la cuisine, pas dans un orchestre symphonique. Jim Morrison, chanteur du groupe The Doors, une femme n'a rien à faire dans un groupe de rock. Léo Ferré, chanteur français bien connu. Il faut être misogyne, savoir remettre les femmes à leur place. Il faut qu'elles nous foutent la paix. Il n'y a pas de femmes artistes. Je hais les femmes cultivées. L'intelligence des femmes, c'est dans les ovaires. La femme, c'est la mère. Jean-Jacques Rousseau, poète mais aussi musicien. Les femmes en général n'aiment aucun art et n'ont aucun génie. Voilà qui en dit long sur la décrédibilisation et l'invisibilisation des femmes dans la musique et plus globalement dans la société en général. Pour revenir plus globalement à l'histoire du rock. Depuis ses débuts, le rock est une musique transgressive, vecteur important de rébellion. À partir des années 50, il accompagne l'émancipation d'une certaine jeunesse. Au fil du temps, il rejoint la lutte pour les droits civiques, les combats antimilitaristes ou anticapitalistes, écologistes, altermondialistes. Mais curieusement, et à quelques exceptions près, le rock reste désespérément silencieux en matière de droits des femmes et du féminisme. S'interroger au sujet de la place des femmes dans le rock indique déjà, a priori, que les femmes n'ont pas toute leur place dans le rock, qu'elles y occupent donc un espace spécifique, conditionné, identifié, isolé et quantifié. Cela présuppose également que le rock ne leur appartient pas, qu'il est une discipline genrée, typiquement masculine, où le féminin apparaît alors comme un intrus, une exception ou une curiosité.
Poser la question de la place des femmes dans un phénomène de société tel que le rock, c'est en réalité poser la question beaucoup plus globale de la place des femmes dans la société, comme c'est le cas dans le film The Runaways. Si les femmes sont aujourd'hui encore victimes d'autant d'agressions et de crimes en tout genre, partout dans le monde, c'est que la société éminemment patriarcale entretient et promeut la culture du viol. Le rock, inscrit dans cette société, n'échappe pas à ce triste schéma. Musique aux origines rebelles et transgressives, le rock devrait dénoncer cette culture du viol, pourtant il s'y inscrit et l'alimente à plein régime. Visuels de disques, paroles de chansons ou clips vidéo sont les vecteurs les plus évidents de cette domination écrasante des hommes sur les femmes, souvent de façon agressive et violente. Phénomène de société culturelle, économique, politique et sociale, le rock est depuis ses débuts façonné et dirigé par les hommes. Patrons de maisons de disques, dirigeants de labels, journalistes, critiques, promoteurs, producteurs, tourneurs, managers, directeurs de salles de concert, ingénieurs du son, musiciens de référence. Ce sont eux qui en définissent les normes, établissent les codes et rédigent les règles et surtout qui en écrivent son histoire. La place résiduelle qu'ils réservent aux femmes dans cet univers est calculée, extrêmement codifiée et très sexualisée. Toujours par le prisme masculin et toujours pour le public masculin. Cela revient à dire qu'une catégorie de personnes, les femmes, y est autorisée et tolérée en vertu de critères et de quotas établis par une autre catégorie de personnes, les hommes. Mécanisme de contrôle et de pouvoir que l'on retrouve lorsqu'il est question de racisme, d'homophobie et de toutes les exclusions en général. En réalité, les femmes sont présentes dans le rock depuis ses débuts. Dès les années 20, avec les premières blueswomen, déjà nécessairement féministes, impliquées dans la lutte pour les droits civiques et aux avant-postes de la libération sexuelle. Les femmes ne sont pas moins présentes dans le rock parce qu'il s'agirait d'une discipline strictement masculine, stéréotype de genre. Elles sont tout simplement moins visibles car considérées moins crédibles. Leur contribution est systématiquement minimisée, voire effacée. Souvent, les femmes font l'objet de suspicions. Soit elles sont manipulées, soit elles sont manipulatrices. Mais rarement, elles sont sincères et authentiques. C'est ainsi qu'elles sont décrédibilisées en tant qu'artistes et renvoyées au rôle de faire-valoir, groupie, spectatrice ou muse. C'est aussi le moyen de les sexualiser, car ces rôles assignés et imposés les placent en position de femmes superficielles et soumises. Elles sont ainsi passées au filtre du jugement et de l'évaluation de l'homme qui définit lui-même la féminité, ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Objectification sexuelle. Depuis plusieurs années, la situation évolue et de plus en plus de femmes s'imposent dans tous les secteurs de la société. C'est aussi le cas dans l'industrie musicale. 6 femmes ont intégré le Rock'n'Roll Hall of Fame en 2022 et 4 en 2023. Depuis quelques années, la musique au féminin prend toute la place et les honneurs qui lui sont dus, et c'est tant mieux. Pour autant, il reste encore beaucoup à faire. Les chiffres du Hellfest 2023 nous le montrent de façon criante. Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Abonne-toi. C'est comme ça que tu l'avais imaginé? Non, c'est pas top, c'est pas top. Ça c'est moche ça. Ça c'est très très moche. Décibel, Histoires. la série musique et histoire Histoire et musique. de Chandaille et Chignon. Le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles.